Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Positron. On va parler de 3 trucs assez cool. On va parler de bouffe avec Street Food Latin America et Asia et Chef's Table Barbecue. On va parler de Console Wars et de Messiah. Ça vous fait beaucoup de choses à regarder. J'espère que ça vous plaira. Je suis Patrick Béja et je vous recommande 3 trucs cool en 10, 15, 20 minutes. Et il y a même 3 à 4 trucs cool aujourd'hui. Bon, ça dépend, hein, le nombre, c'est pas toujours 3. Quoi qu'il en soit, je vais commencer avec du Netflix, parce qu'il y a beaucoup de Netflix dans les recommandations. C'est vrai qu'ils produisent pas mal et il y a des trucs assez intéressants. Si vous aimez Chef's Table et que vous vous dites que ça commençait à tourner un petit peu en rond, eh ben, je pense que j'ai de quoi réanimer votre amour pour David Gleb, le créateur et le producteur de cette série. C'est une série qui a vraiment, je vais pas dire révolutionné parce que le terme est un peu galvaudé, mais enfin qui a vraiment remis au goût du jour le documentaire de cuisine en se concentrant sur des personnalités et en ayant une cinématographie qui était un plaisir à regarder et qui magnifiait en fait les plats qui étaient préparés par les chefs qu'il interviewait et dont il parlait. Et c'est au bout de quelques années, la série a dû commencer, je sais plus, en 2014-2015 peut-être, quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça commençait un petit poil à tourner en rond, et on sentait que le créateur avait peut-être envie de faire autre chose. Eh ben, c'est pas vraiment que le créateur, mais l'idée de Chef's Table a bifurqué dans différents types de choses, et on en ressent l'ADN dans les 2 séries dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, il y en a une qui est produite par David Gleb, donc le créateur d'origine, mais qui ne s'intitule pas Chef's Table. Et il y en a une autre qui est Chef's Table, mais pour laquelle j'ai l'impression qu'il n'est plus aussi présent qu'avant. La première, c'est Street Food, qui est une série qui se concentre sur la nourriture de rue, comme son nom l'indique. Donc, tous les petits trucs qu'on peut trouver sur les... C'est surtout dans des pays en voie de développement. On parle d'Asie et d'Asie du Sud-Est beaucoup et d'Amérique latine. Donc, c'est de la nourriture qu'on trouve dans la rue, dans des petits... pas des caddies, mais enfin, c'est des carrioles où je suis sûr qu'il y a un mot qui existe et que je ne le retrouve pas. Donc c'est de la bouffe qu'on ne voit pas forcément de cette manière dans nos contrées, mais surtout comme toujours dans Chef's Table et sur Netflix, ça se concentre beaucoup sur les personnes, les personnalités des cuisiniers et des cuisinières qu'ils interviewent. Et dans le cas de Street Food, c'est assez bien foutu parce qu'ils vont dans un pays différent à chaque fois et ils vont se concentrer sur une personne, mais ils vont insérer dans le récit qu'on va suivre du parcours de la vie de cette personne des petits passages sur d'autres cuisiniers, d'autres bouffes, qui vont nous donner en fait un panorama un petit peu plus large que juste ce type de bouffe spécifique que fait la personne principale de l'épisode. Et donc, comme c'est un pays différent par épisode, ça nous donne, en plus du panorama de la bouffe et de l'histoire personnelle qui est souvent assez captivante ou émouvante de la personne en question, ça nous donne un petit peu une image du pays en question qu'on va visiter. Donc, il y a ce triple intérêt de ces épisodes, la personnalité de la personne, la bouffe et le pays. Donc c'est assez intéressant de suivre tout ça ensemble et ça donne à chaque fois, en plus avec les images qui sont hyper travaillées, ça donne un vrai plaisir pour je dirais presque tous les sens quoi. C'est pour le visuel en tout cas, le goût parce qu'on l'imagine et on imagine à quoi ça ressemble de bouffer tous ces trucs tellement c'est bien filmé, même les odeurs, les ambiances, les couleurs, enfin tout est vraiment super bien fait. Pour Street Food, c'est un vrai plaisir de picorer.
Je dirais quand même que l'Amérique latine est peut-être un cran au-dessus. La série, en fait, il y a 2 saisons, hein. La première, c'était en Asie, la deuxième est en Amérique latine. Je dirais que l'Amérique latine est un petit cran au-dessus. Parce que l'Asie, c'est peut-être un poil déprimant parfois. Vous verrez si vous regardez ça, vous comprendrez pourquoi. C'est quand même des pays en voie de développement où il y a beaucoup de pauvreté. Alors, ça nous éveille également à cette réalité, hein, donc ça a une certaine valeur. Mais si vous pensez que le monde est déjà assez sombre cette année, ça risque de vous plomber un tout petit poil dans la série de l'Asie. C'est moins le cas dans la série d'Amérique latine, même si évidemment dans certains cas la pauvreté est assez présente aussi. Mais donc ça a cette valeur documentaire en plus de tout ça pour comprendre un petit peu certains des aspects de ces pays. Donc street food, Amérique latine et Asie. Donc Street Food Latin America et Street Food Asia sont 2 séries que je vous recommande. Et je conclus avec Chef's Table, Barbecue. Je conclus cette partie sur la bouffe parce que c'est un petit peu dans la même veine, hein. Je ne vais pas vous parler de ces deux séries séparément. Et la raison pour laquelle je veux vous parler de Chef's Table Barbecue, c'est que je pensais que ça serait pas très intéressant. Que d'une part, Chef's Table s'essoufflait un peu, et d'autre part, parce qu'il y a déjà eu des séries sur différents sujets, des séries spéciales, on a eu des desserts, ce genre de choses. Donc, je pensais que ça s'essoufflait un petit peu, et puis le barbecue, je pensais que ça m'intéresserait pas. J'ai vu, je crois, 2 épisodes, donc j'ai pas encore fini la série, il y en a que 4, mais les 2 ont été absolument passionnants, et d'une manière que je n'attendais pas du tout. D'une part, pour le premier épisode, pour la personnalité qui est présentée, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je pensais pas que le barbecue en lui-même, c'est pas forcément passionnant, mais tout ce qu'il y a autour, le contexte de ce premier épisode est vraiment intéressant. Et le deuxième, c'est moins pour la personnalité et carrément plus pour la cuisine en elle-même. On n'aurait pas pensé, mais le barbecue peut être vraiment intéressant et étonnant, je veux pas dire innovant, mais étonnant pour la cuisine. Et il y a quelque chose de vraiment fascinant dans ce 2e épisode que j'ai vu. Donc, j'ai très hâte de voir si les épisodes 3 et 4 pourront être aussi captivants par ces aspects. Donc, je m'y attendais pas du tout. Mais Chef's Table Barbecue, c'est un truc que je recommande vraiment aux gens qui ont apprécié Chef's Table à la grande époque de Chef's Table. Ça peut vous donner quelque chose que vous apprécierez. Deuxième chose dont j'aimerais vous parler, on change complètement de catégorie. Je vais vous parler du livre Console Wars de Blake J. Harris, qui est un livre qui est sorti en 2014, qui est en fait une chronique du combat entre Sega et Nintendo et Sony au moment de la sortie de la PlayStation. On va dire que ça couvre de manière assez large les années 80-90 du combat des consoles, et c'est fait de manière vraiment intéressante. Vous vous souvenez peut-être, pour moi, il y a 2 livres vraiment passionnants dans ce domaine qu'on peut conseiller même à des gens qui sont pas hyper fans de jeux vidéo. Il y a d'une part le livre de Jason Schreier qui est Blood, Sweat and Pixels, dont je vous avais déjà parlé, qui couvre, je pense que c'est du sang, des larmes et des pixels peut-être en français, mais donc il couvre le développement chez une dizaine de développeurs de tailles diverses. C'est vraiment intéressant. Là, c'est un cadre qui est vraiment différent. C'est vraiment les actions des dirigeants, des stratégies commerciales, de développement, etc. de Sony, de Sega et de Nintendo. On commence avec Nintendo, bien sûr, et puis Sega. Et les grosses erreurs stratégiques qu'ils ont fait, comment parce que cette période est vraiment fascinante, hein, c'était une période où où Nintendo et Sega étaient en tête-à-tête, et Sega a réussi, en particulier aux États-Unis, à vraiment, peut-être pas prendre le dessus, mais à arriver à égaler la magie de Nintendo, pas la magie, mais la puissance commerciale de Nintendo.
grâce à l'équipe de Sega of America, qui a ensuite été plombée, en tout cas selon le récit de Blake J. Harris, plombée par les erreurs et la lenteur et la lourdeur de Sega au Japon. Et c'est vraiment manifeste parce qu'il y a des choses dont on se demandait comment ça a pu être possible, des accessoires qui ont été créés qui n'avaient pas de sens. Et ben ça explique un petit peu pourquoi ça a été fait de cette manière au niveau du développement, au niveau de la stratégie. Et puis l'arrivée de Sony, et il y a des choses absolument abracadabrantesque entre Sony et Nintendo, ça couvre tout ça et ça le couvre d'une manière qui, au départ, m'a pas beaucoup plu, en fait, quand j'ai commencé à lire Console Wars, parce que là où on a souvent des récits, enfin, en tout cas dans le cas de Blood, Sweat and Pixels, qui sont très factuels, très journalistiques, là, c'est presque joué. C'est raconté de manière dramatisée et c'est quelque chose qui est encore plus sensible dans l'audiobook que j'ai écouté, puisque moi j'aime bien écouter ces choses-là en audiobook plutôt que de les lire, et vraiment c'est joué quoi. Et au début ça m'a pas beaucoup plu, mais au final ça marche vraiment bien, c'est très bien fait, et ce récit pour tout fan de jeux vidéo sera vraiment absolument passionnant. Que vous ayez vécu cette période si vous êtes un petit peu plus âgé, ou si c'est quelque chose qui est un petit peu historique si vous êtes un petit peu plus jeune, je pense que ça va vraiment vous captiver et vous pourrez pas vous arrêter. C'est un livre qui est absolument fascinant. Et une des raisons pour lesquelles je vous en parle, c'est que il va y avoir, enfin en tout cas, il y a en préparation une série limitée documentéro-dramatisée qui pourrait sortir dans pas trop longtemps, hein, à voir. C'est un truc qui est en préparation depuis très longtemps sous différentes formes. Le projet a évolué, mais ça pourrait être quelque chose de vraiment captivant en fonction de la manière dont ils le font. Mais moi, je vous dis, n'attendez pas la série télé. Allez lire ou écouter le livre. Je pense que ça vous apportera vraiment quelque chose. C'est à la fois intéressant, à la fois bien écrit, et à la fois la dramatisation est captivante. Donc vraiment une grosse réussite, je trouve, ce livre Console Wars. Je vous le recommande très chaleureusement. Et enfin, là encore, on change complètement de domaine. Il y a 3 propositions vraiment différentes dans ce positron. La série Messiah, donc Messie, qui est sortie sur Netflix en tout début d'année 2020. Alors, je vous préviens tout de suite, malheureusement, elle a été arrêtée après une saison, mais c'est 10 épisodes, et c'est 10 épisodes qui valent vraiment le coup. C'est pas... Ah, j'ai oublié de faire mes recommandations habituelles en disant si c'est quelque chose que je recommande pour les fans ou pour tout le monde. Je dirais que pour Street Food, c'est peut-être quand même pour les fans, à la frontière, mais quand même pour les fans. Idem avec Console Wars, je dirais que c'est quand même pour les fans, même si n'importe qui peut l'écouter. Si vous n'avez aucune envie de connaître l'histoire du jeu vidéo, ça vous intéressera pas. Et pour Messiah, ben, là encore, c'est peut-être pour les fans de drames réalisto-politico-religieux. C'est un concept qui est hyper intéressant et qui est très bien mené, je trouve. Alors, quel est ce concept ? C'est l'idée qu'il y a une personne au Moyen-Orient qui apparaît au milieu d'un conflit et qui est un petit peu coincé entre la Syrie et le c'est bien la Syrie, hein, je veux pas dire de bêtises, et qui voyage dans le Moyen-Orient. Je vais pas vous spoiler, mais c'est le parcours de cette personne qui est, je suis en train de chercher en même temps pour ne pas dire de bêtises sur l'origine, c'est bien la Syrie, hein, c'est bien ça. Et donc, qui évolue dans le monde et qui est, je ne sais même pas si je l'ai dit, comme son nom l'indique, qui est un messie. Un messie, en tout cas, c'est ce qu'il dit, et on a l'impression, c'est, comment dire, on navigue en fait dans cette série de manière hyper intelligente entre le surnaturel et l'explicable. Et on ne sait pas vraiment ce qu'est cette personne. Et bien sûr, le monde réagit exactement de la manière dont on réagirait, nous, si ce genre de choses se produisait.
Et quand je dis on réagirait nous, je dis nous, l'humanité au sens large, que ça soit les gens de la région, les gens de l'Occident, les gens qui sont concernés, les gens qui sont moins concernés, la manière dont les médias vont couvrir le sujet, c'est absolument... je dirais pas que c'est parfait, mais enfin c'est vraiment si on veut pinailler, on va dire ah ouais, il y a un truc qui va pas machin, mais évidemment parce que ce genre de sujet c'est compliqué à traiter. Mais dans l'ensemble, je vais dire 95% c'est super bien traité. Les personnages, les personnalités sont hyper intéressantes aussi. On arrive au final à avoir quand même des réponses plus ou moins, ou en tout cas des pistes de réponses. C'est pas le genre de série où à la fin on sait pas du tout ce qui s'est passé, mais ça garde quand même une part du mystère. C'est vraiment très bien fait. C'est assez rapide, c'est pas une série, vous savez, à 22 épisodes où ça traîne en longueur, ça évolue vraiment à chaque épisode. C'est un petit peu dommage que la série se soit arrêtée après la première saison, mais en même temps, je pense qu'elle se suffit un petit peu à elle-même, cette saison. Parce que je suis pas convaincu, le fait de faire une deuxième saison, ça aurait été... très casse-gueule, bien sûr, peut-être qu'ils auraient pu réussir, j'aurais aimé avoir une deuxième saison, mais ça veut pas dire que la première saison, c'est genre, ça sert à rien de la regarder parce qu'on n'a pas la suite. Non, vraiment, ça peut se suffire à soi-même. Et je trouve que c'est c'est pas tout à fait de la science-fiction, mais un truc qu'on dit souvent et que je dis souvent à propos de la science-fiction, un truc de science-fiction qui est bien fait, c'est un truc qui pose des bases un petit peu étranges et qui étudie comment ces bases vont avoir des conséquences sur le monde de manière logique. Comment réagirait le monde ? Et ben là, c'est un petit peu ça. Et je trouve que c'est hyper bien fait. Et vraiment, ça a été un plaisir à regarder. Ça s'appelle Messiah. C'est une coproduction, je pense, occidentalo-moyen-orientale. Je suis pas sûr, mais il y a de nombreux acteurs des États-Unis et du Moyen-Orient, et on sent une certaine authenticité dans la narration. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est pas juste un truc américain, quoi. On sent que vraiment ça a été fait de manière assez ancrée dans le sujet qu'ils évoquent. Donc voilà, c'est une série que je recommande là encore. Peut-être pas à tout le monde, mais on est vraiment à la limite. Pour les trois, je dis pour le principe, pour être un petit peu safe, que c'est pour les fans de ce genre de truc, mais on pourrait facilement l'apprécier si on n'est pas fan spécifiquement de ce genre de truc dans les trois trucs dont je vous ai parlé. Enfin, dans les 3,5, puisque dans la catégorie bouffe, il y a Street Food et Chef's Table Barbecue. Donc voilà, je vous rappelle ce dont je vous ai parlé. Il y a Street Food, plutôt latino-américain, mais également EGA, et Chef's Table Barbecue. Il y a Console Wars et il y a Messiah. Ces trois produits culturels sont très chaudement recommandés. J'espère que ça vous intéressera. Si vous avez des trucs que vous voulez me recommander, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message également. Vous pouvez le faire là où vous voulez, sur Twitter, Facebook, Instagram, sur le Discord d'ailleurs, si vous voulez venir en parler sur le Discord aussi. Tous les liens sont sur notepatrick.com, les liens vers mes réseaux sociaux, les liens vers mes autres podcasts et les liens vers le Discord notamment. Si vous appréciez les jeux vidéo, si vous êtes plutôt client de Console Wars, vous apprécierez peut-être ma chaîne YouTube, youtube.com/notepatrick, que j'ai lancée il y a quelques semaines à peine, où je parle de différents sujets dont j'ai peut-être pas le temps de parler dans le rendez-vous jeu. Et écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans quelques semaines, et je vous fais de grosses bises. Ciao à tous! Plus de design, plus de technologie, plus de confort. En ce moment, pendant les journées Audi All Access, bénéficiez de 2 500 € d'équipement offert sur votre Audi A1, A3, Q2, Q3 ou Q5. Plus d'Audi, plus de rêves. Configurez votre nouvelle Audi sur Audi.fr. Offre non cumulable sur Audi A1, A3, Q2, Q3 ou Q5 neuf dans le réseau Audi participant jusqu'au 31 décembre 2020. Conditions sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi.